Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, photographe culinaire et illustratrice. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble ? Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents. Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler, ici nous prendrons le temps et la liberté d'en parler avec vous grâce à des témoignages. Nous mettrons également en lumière certains questionnements en interrogeant des professionnels. Pour témoigner, vous pouvez nous envoyer un mail à sanstabou.podcast@gmail.com. Alors, prenez un cookie, un thé ou un bon verre de vin, car c'est tout de suite dans Sans Tabou. Attention, cet épisode aborde les sujets du suicide et du harcèlement scolaire. Cela peut faire revivre des traumatismes. Si ces sujets sont trop sensibles pour vous, je vous déconseille d'écouter l'épisode. Pour les autres, restez, mon invité du jour aborde ces sujets en toute simplicité. L'épisode n'est ni triste ni glauque. Mon invitée donc, c'est Louise. Elle a accepté de me parler du suicide de sa sœur. Ce suicide arrive par les suites d'un harcèlement scolaire long et qu'elle a vécu dans le silence. Louise raconte comment elle a appris le décès de sa sœur en vivant à des milliers de kilomètres le jour de son anniversaire, mais aussi comment elle a décidé de faire vivre le rêve de sa sœur et comment ça l'a aidée à traverser son deuil. Avant de vous laisser écouter l'épisode, je vous fais part de quelques informations importantes. Si vous souffrez de harcèlement, qu'il soit scolaire, moral, sexuel, au travail, en ligne, peu importe, parlez-en. Ne restez pas seul. Parlez-en à des personnes compétentes, à des psychologues, à la police. Par contre, n'allez pas raconter votre histoire à Louise, la sienne est déjà suffisamment lourde à porter. Jo et moi ne pouvons pas non plus porter vos histoires, nous ne sommes pas des professionnels. Par contre, nous nous soutenons de tout notre cœur. Nous savons que rien de tout ça n'est votre faute. Nous vous encourageons vivement à vous entourer de professionnels pour en parler. Ensuite, Louise a lancé une campagne de crowdfunding pour publier un livre qui raconte son histoire. Elle raconte tout ça dans l'épisode, mais sachez déjà que tous les liens pour vous procurer le livre et la soutenir sont dans la description de l'épisode. La campagne est ouverte jusqu'au 16 octobre 2021 et si elle n'atteint pas le montant fixé, elle ne pourra pas éditer son livre. Alors j'espère vraiment que son histoire vous touchera et que vous aurez envie de l'aider à finaliser son projet. Je m'arrête là pour le moment, je vous laisse écouter l'épisode et on se retrouve juste après. Bonjour Louise. Bonjour. Comment tu vas ? Eh bien écoute, ça va bien Manon, enchantée. Bienvenue sur le podcast. Merci, un grand merci d'avoir accepté de parler du sujet dont on va parler, qui est un sujet hyper personnel, hyper compliqué. Donc franchement, je pensais vraiment pas qu'on aurait quelqu'un aussi rapidement qui a envie d'en parler. Donc vraiment un grand merci. Avec plaisir, je pense que c'est hyper important justement de parler d'un sujet comme celui-là, parce que y a beaucoup de gens qui sont concernés ou qui ont un entourage qui est concerné. Donc il faut un petit peu briser le tabou sur ce sujet, je pense. Ouais, et écoute, si tu veux bien te présenter, me raconter un peu d'où tu viens et quelle enfance tu as vécue, et après on rentrera dans le vif du sujet, je pense. Bien sûr, donc moi je m'appelle Louise, j'ai 31 ans, je suis originaire de Toulouse et je suis issue d'une famille de 3 filles, donc tu vois, une sororité. Ouais, donc c'était très, très, très fille à la maison, donc tu vois, les chaussures roses, des barrettes, tout ça. Et c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'en fait, mes parents leur avaient annoncé qu'ils n'auraient pas d'enfants, puisque ma maman avait été déclarée stérile. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Toulouse, cette année-là, il y a eu un centre d'infertilité qui a été créé. Et grâce à ça, mes parents étaient les premiers en fait à passer. Donc, il n'y avait pas encore de liste d'attente. Et donc, ils ont réussi à avoir 3 enfants. Donc, on a né in vitro. Et on était les premières à naître à Toulouse, quoi. Et donc, on était d'autant plus heureux, mes parents étaient d'autant plus heureux parce que ils ont failli pas avoir de petite famille. Donc, tu vois, j'ai eu une enfance super heureuse. Mais alors, vraiment, on allait beaucoup au camping, tout ça. Enfin, c'est des petits trucs, mais on s'amusait beaucoup. Et c'était vraiment très sympathique. Ouais. Trop chouette. Franchement, j'aime beaucoup l'histoire. Je ne savais pas, on a parlé un petit peu en off, mais je ne savais pas ça.
C'est trop bien. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est vrai qu'on est toutes les trois très rapprochées. En fait, quand on a des enfants in vitro, c'est déconseillé de faire des grossesses multiples parce que c'est des grossesses à risque. Donc, on a été mises à naître, entre guillemets, l'une après l'autre. Donc, on est des grossesses très rapprochées. Et du coup, des trois filles très rapprochées, forcément, on était hyper complices, tu vois. Donc, c'était vraiment une très belle enfance que j'ai eue. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet qui est beaucoup moins rigolo. Mais en fait, aujourd'hui, on va parler du suicide de ta sœur jumelle. C'est bien ça? Ouais, en fait, on n'est pas exactement jumelles, puisque Ok, comme tu vois, on est né d'un même prélèvement in vitro. ok, Mais techniquement, oui, t'as raison. Des fois, je le simplifie comme ça pour aller plus vite. ok. Est-ce que tu peux me dire à quel moment de ta vie ça intervient, comment, dans quelles circonstances? Est-ce que tu peux en parler? C'est très brut comme... Ouais, comme transition. Écoute, je pense que le plus simple, en fait, c'est de te raconter les choses comme je les ai vécues. Ouais, Parce que c'est le plus facile pour moi. Et puis c'est la manière en général avec laquelle j'aborde ce sujet. Donc, moi, à l'époque, je vivais à Singapour, puisque c'est là que je suis partie après mes études pour travailler, parce que j'avais envie de vivre à l'étranger, parce que j'avais jamais été à l'étranger avant et que Singapour, ça me faisait rêver. Donc, je me suis installée là-bas et ça faisait 3 ans, je crois, que je vivais à Singapour. Et donc, c'était le soir. Et donc, quand on est à Singapour, donc qui est à l'équateur, à 19h, il fait déjà noir. Donc, tu vois, ce soir-là, il faisait nuit. Et c'était un jour un petit peu particulier pour moi parce que c'était le jour de mon anniversaire. Donc moi, depuis que je suis toute petite, j'ai un jeu que j'ai inventé, je ne sais pas pourquoi, mais quand c'est la veille de mon anniversaire, je prends toujours mon portable à côté de moi et j'attends minuit parce qu'à minuit tout pile, donc dès que c'est mon anniversaire, j'attends de voir qui sera la première personne à m'envoyer un message d'anniversaire. Parce que je me dis à chaque fois que sûrement c'est la personne qui pense le plus à moi en fait. Et donc voilà, donc depuis que je suis ado, tous les ans, quand c'est mon anniversaire, je prends mon téléphone et puis donc je fais ce petit jeu de voir qui sera le premier à m'écrire, quoi. Donc la nuit tombe, à Singapour, on dîne avec mon copain, on va se coucher. Lui, il trouve que mon jeu est ridicule, donc il voulait pas attendre avec moi à minuit pour voir le texto. Donc il s'endort et moi je suis là et j'attends minuit. Donc il dort, en plus il ronfle à chaque fois. Et moi, forcément, je dors pas, j'attends. En plus, on s'était couché tôt, donc j'ai attendu longtemps. Et vers minuit, mon téléphone vibre, mais c'est pas un message en fait, c'est un appel et il sonne en silencieux. Et moi, comme on était dans un studio, je vais dans la salle de bain, tu vois, pour pas réveiller mon copain. Donc tu vois, à la base, moi j'étais vraiment très très loin du compte. Mon plus gros problème à ce moment-là, c'était de juste pas réveiller mon copain, quoi. Donc voilà, je suis là dans ma salle de bain, dans le noir avec mon téléphone. Je décroche. Et en fait, là, c'est mon père qui parle. Et il me dit qu'il est chez ma sœur. Donc chez ma sœur qui s'appelle Yann. Et il me dit qu'elle est décédée, qu'elle a laissé une lettre d'adieu. Et moi, je comprends pas, en fait. Je suis pas là, du tout là-dedans, tu vois. Et je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, j'entends des cris autour, j'entends des bruits de sirène. Et puis c'est un peu la nuit, je suis un peu endormie, tu vois. Donc je lui dis, trouve-la, amène-la à l'hôpital et tout ça. Enfin, vraiment, je suis un peu à côté de la plaque, tu vois. Je suis pas du tout dans cette ambiance-là. Et puis il y a des bruits derrière, je sais pas. On dirait des voitures qui passent. Enfin, bizarre, quoi. Et puis moi, je sens à savoir que mon père, est complètement impuissant, en fait. Et je veux pas me résigner, tu vois. Je commence à comprendre qu'il y a eu vraiment un problème et je panique. Et voilà, et là, c'est le moment où tu réalises qu'en fait, c'est déjà trop tard, alors que tu savais même pas qu'il y avait un problème, tu vois. Et en plus, j'étais loin, parce que Singapour, c'est 10 000 km de la France. En pleine nuit, il n'y a pas d'avion qui partent. Enfin, voilà, quoi, c'était vraiment l'horreur. Donc je me retrouve voilà, en chaussettes dans ma salle de bain avec cette nouvelle qui tombe, qui sort de nulle part. Et voilà, et tout ce que je voulais, c'est être là-bas, c'était serrer ma soeur contre moi, c'est lui parler. Et puis je commençais à me dire, mais en fait, ça sera plus jamais possible. Et moi, je voulais la sauver, et puis je pouvais pas, quoi. Et voilà, donc ça, c'est ce qui s'est passé. C'est ma première, ma découverte, en fait, que les gens qui se suicident, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et quand je l'ai compris,
pour nous, enfin notre famille, ben, c'était trop tard, quoi. Avec le recul, est-ce que tu te dis qu'il y avait des signes annonciateurs un peu? Est-ce qu'elle en avait parlé? Ou est-ce que ça c'est vraiment sorti de nulle part pour tout le monde? Ben, écoute, en fait, avec le recul, sur le coup, après le choc, en fait, au début, c'était un peu dans le déni, hein, objectivement, Ouais. moi, j'y croyais à moitié, tu vois. Mais assez rapidement, en fait, il y a des questions qui se posent. Chacun se dit, mais qu'est-ce qu'elle avait dit, qu'est-ce qu'elle avait fait, tout ça. Et en fait, c'est hyper particulier dans ma situation personnelle parce que, en réalité, ma sœur, elle avait subi un harcèlement scolaire. Mais ça, je le savais pas. Ok. Et elle avait subi un harcèlement scolaire pendant 10 ans. Mais tu vois, ça je ne le savais pas. Personne ne le savait dans ma famille. Elle n'avait pas dit. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée donc, en France, au début, j'ai commencé à poser des questions parce que tu sais, il y a une lettre, mais c'est la police qui te la donne, la lettre, parce que les pompiers l'ont trouvée. Et puis, il y avait des documents. Et puis, il a fallu faire des démarches pour pouvoir avoir accès aux documents, tout ça. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ben, il y avait des choses qu'elle avait fait. En fait, on s'est rendu compte qu'elle avait porté plainte contre des personnes, mais genre il y a 5 ans. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui lui écrivaient sur son Facebook, sur ses emails. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des témoins qui avaient été là. Et puis qu'en fait, qu'elle avait fait une dépression par rapport à ça, qu'elle avait été suivie par des médecins. Enfin, tu vois, à force de poser des questions, c'est un peu toute l'histoire qui est sortie, quoi. Et puis surtout, et ça, bon, je ne devrais pas le dire maintenant, mais c'est pas grave, je vais l'assumer, puisqu'on est sans tabou, donc je vais quand même le dire. En fait, j'ai trouvé son journal intime. C'est plusieurs journaux intimes, en fait, parce qu'elle voulait être écrivaine, donc elle écrivait énormément. Et dans son journal intime, elle racontait toute son histoire. Et du coup, ben, tu sais, quand tu es dans cette situation-là où tu as un manque de réponse, en fait, parce que c'est quelqu'un qui était très proche de moi, et moi, je pensais que j'étais proche d'elle aussi. Donc, du coup, ben, en fait, j'ai pu retracer toute l'histoire parce qu'elle était écrite, parce qu'elle avait raconté, en fait. Et ça, c'est vrai que quand tu es dans une situation comme ça, ben, tu es toujours triste, tu es toujours malheureux, mais au moins tu comprends ce qui s'est passé et tu peux mettre des mots dessus. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à la même situation que moi, mais qui n'ont pas ça. Ouais. Et ça peut être hyper dur pour eux parce qu'en fait, si tu n'as pas une explication de la personne, ben, en fait, tu ne sauras jamais ce qui s'est passé, quoi. Est-ce que ça, du coup, ça a fait partie d'une aide pour réussir à affronter cet événement, le fait de comprendre? Est-ce que ça peut répondre à des questions que tu aurais voulu lui poser? Est-ce que tu te sens coupable de certaines choses? Est-ce que tu as des sentiments comme ça? Ou est-ce que vraiment ce journal ou ces journaux intimes ont pu tout mettre à plat et faire que, que tu ailles bien aujourd'hui? Alors, en fait, donc c'est plusieurs questions que tu poses Oui, là, mais effectivement, en fait, quand tu as un choc comme ça dans ta vie, tu passes forcément par plusieurs étapes du deuil qui sont en fait des étapes qui sont, on ne peut pas dire standard, mais tout le monde, quelle que soit ta personnalité, ton histoire, passe par différentes étapes du deuil. Quand je te disais, tu vois, au début que à la base j'étais dans le déni, ben, c'est pas que je voulais pas être triste, c'est que je me sentais pas triste et j'avais pas envie d'y croire parce qu'en fait ton cerveau fonctionne d'une certaine manière qui fait qu'il te protège. Donc en fait, tu as des étapes du deuil qui sont incompressibles et même si on te donne des explications, ou même si tu trouves des explications, tu passes quand même par un cheminement de reconstruction qui est encore, enfin, qui est relativement long, tu vois. Moi, juste après le choc, j'ai vu un psychologue qui m'a dit tu vas voir, il te faudra au moins 4 ans pour commencer à t'en remettre un peu. Et puis moi, je me disais, mais en fait, dans 4 ans, moi, je serai toujours triste comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il raconte ce type, quoi. Et en fait, effectivement, 4 ans après, j'ai vu que ben, c'est pas qu'on se remet, mais on gère beaucoup mieux ce sujet et on arrive à vivre normalement et tu peux refaire des projets et tout ça et ça va mieux. Donc, tu vois, je te le dis parce que, bon, j'espère que tu ne seras jamais confronté à un sujet comme ça, hein, mais c'est vrai que au moment où tu as quelqu'un dans ton entourage qui se suicide, tu as l'impression que ta vie, elle est finie aussi, quoi. Et en fait, en vrai, tu peux te reconstruire. Ça demande du temps, ça demande des efforts. Le chemin est long, mais c'est possible, quoi. Après, pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, ben voilà, ma sœur, elle est décédée à 21 ans parce que ben, y a des adolescents qui sont pris à elle. C'est un harcèlement scolaire qui était très violent, qui a duré longtemps. On avait le nom des coupables, on ne pouvait rien faire parce qu'il n'y avait pas de preuves. Voilà.
Donc, c'était hyper frustrant. Et puis, j'ai réfléchi et je me suis dit, ben, qu'est-ce qui reste une fois que quelqu'un est plus là, quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, je me suis dit, ben, la passion de ma sœur, la passion de Liane, c'était d'être écrivain. C'était vraiment ce qui la faisait vivre, c'était son objectif. Elle voulait être écrivain, elle avait toujours rêvé de ça. Et ben, elle n'a pas pu réaliser son rêve, tu vois, parce qu'elle est partie trop tôt. Et ça, vraiment, c'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Autant le fait qu'elle soit décédée, ben, j'ai fini par un petit peu l'accepter parce que ben, j'étais obligée. Mais le fait qu'elle n'ait pas pu réaliser son rêve, ça passait pas. Parce que j'ai vu qu'elle avait fait plein de démarches pour faire de la prévention sur le harcèlement scolaire, qu'elle avait rédigé énormément de textes aussi, de romans, de choses, parce qu'elle voulait vraiment être écrivain et réaliser son rêve, malgré tout ce qu'elle avait vécu. Elle avait vécu vraiment beaucoup de trucs difficiles, en fait, qu'elle avait cachés. Donc voilà, et donc j'ai commencé à trouver des textes dans son duplex à Toulouse. Je les ai partagés au début à des personnes qui étaient autour de moi pour leur dire, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vaut. J'ai demandé à des personnes qui savaient bien écrire et le retour, dans la grande majorité, les gens m'ont dit, mais on est ému, on est touché, je me reconnais. J'ai eu vraiment des retours hyper positifs et hyper enthousiastes. Et aussi, en cherchant dans son boîte email, j'ai vu qu'elle était en contact avec une dame qui avait reçu un prix Goncourt et qui l'avait aidée à travailler en fait sur son projet de roman. Donc tu vois, il y avait beaucoup de signes qui me disaient qu'en fait, elle avait ce but dans sa vie et qu'elle avait fait la moitié du chemin. Ouais. Et je me suis dit, en fait, moi, je vais l'écrire l'autre moitié de son roman, tu vois. Donc j'ai pris tous les plus beaux textes que j'ai trouvés. Donc il y en a, je les ai trouvés dans son appartement. Bon, j'ai un peu fouillé, hein, j'avoue, dans les placards, tout ça, voilà. Il y en a, comme je te disais, je les ai trouvés dans ton journal intime. Il y avait des emails qu'elle avait envoyés qui étaient hyper puissants d'un terme émotionnel et hyper intéressants, tu vois. Il y a des documents que la police m'a remis, qu'elle avait écrits, qu'elle avait envoyés à la police, où elle racontait son histoire. Il y avait ses soignants, il y a des amis. Sur Facebook aussi, j'ai trouvé des choses. Donc, tu vois, j'ai tout rassemblé. Bon, ça m'a pris 2 ans. Okay. Et puis, je me suis dit, la manière la plus intelligente finalement de relier tous ces textes, c'est d'écrire notre histoire. Donc je me suis dit, je vais écrire en fait ce qui s'est passé, comment j'ai appris qu'elle était décédée, toute l'enquête que j'ai fait autour, tout ce que j'ai trouvé, et puis il y a plein de trucs inattendus en plus, donc ça faisait vraiment une histoire. Et je vais faire un livre avec une couverture turquoise. Alors je sais pas pourquoi une couverture turquoise, mais j'avais ça en tête. Et je me suis dit, je vais appeler ça La fille de cristal, parce que le premier texte que j'ai retrouvé d'elle disait, je me sens comme une poupée de verre. Et voilà, et c'est un texte qui était très beau, et je me suis dit, je vais écrire son livre, et comme ça, son rêve à elle sera réalisé. Et c'est un peu ce qui m'a aidé, tu vois, à moi, et ce qui a aidé en fait d'autres personnes qui avaient vécu un harcèlement scolaire qui m'ont aidé sur ce sujet. Alors après, je t'avoue Manon qu'en fait le gros problème que j'ai eu avec ce process, c'est que elle était très talentueuse pour écrire, mais moi j'avais jamais rien écrit. Ça faisait 10 ans que je travaillais en finance, donc je savais faire que des tableaux Excel en gros. Et je me suis dit, je suis un peu mal barrée quoi, avec mon projet, comment je vais faire? En plus, t'as la pression, t'écris, tu vois, c'est le rêve de quelqu'un, tu peux pas écrire n'importe quoi, il faut que le livre il soit bien, il faut qu'il soit passionnant, il faut que ça soit une vraie qualité, tu vois. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un historien. Je lui ai dit, voilà, j'ai ce projet. Ma sœur est décédée, elle s'est suicidée, elle avait ce rêve-là, elle a fait la moitié, voilà ce que j'ai, qu'est-ce qu'on fait? Et la personne a été hyper gentille. Et tu vois, c'est pour ça qu'en fait, le suicide, c'est un tabou, et en même temps, il y a plein de gens qui se sentent concernés ou qui se sentent solidaires avec ça. Il m'a dit, j'ai une histoire à peu près comme la tienne. Donc tu vois, hasard. Hein. Mais il m'a dit, voilà, et je vais t'aider. Donc voilà, et du coup, ça m'a un peu motivée, parce que je me suis dit, en fait, je ne suis pas toute seule dans ma galère, il y a d'autres gens qui comprennent et qui ont envie de m'aider, c'est bien, c'est une personne, mais c'est déjà pas mal. Et donc, j'ai écrit à la dame qui avait reçu le prix Goncourt, et j'ai dit, voilà, je suis désolée d'arriver avec des si mauvaises nouvelles, mais voilà, ma sœur, vous l'avez beaucoup aidée pour son projet, pour ses textes, et en fait, maintenant, elle est décédée. Et moi, j'essaye de continuer. Est-ce que vous me donneriez pas un petit coup de main? Et elle m'a dit, je suis hyper occupée, mais ta sœur, je la connaissais bien et je vais t'aider. Et du coup, après, j'ai écrit à notre ancien prof de français, donc tu vois, du collège, mais je connaissais personne en fait. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Et j'ai dit, voilà, j'en suis là. J'ai ces parties qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, écoute, je vais te donner un coup de main. Et en fait, petit à petit, tu vois,
en cherchant à droite, à gauche, en expliquant mon histoire et tout ça, il y a 47 personnes qui m'ont aidé à faire ce projet de livre. Ah oui. Et les gens étaient hyper solidaires. Et ce qui était hyper étonnant, c'est qu'ils se confiaient à moi aussi. Ils me disaient, moi aussi, j'ai ma cousine, j'ai mon voisin. J'ai même quelqu'un qui m'a dit, mon fils, il s'est suicidé aussi. Enfin, tu vois, c'est des choses hyper personnelles, en fait. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, le suicide des jeunes, ça touche. C'est une des causes principales de mortalité, je crois, après les accidents de la route. Hein. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est très important. Et à chaque fois que quelqu'un décède comme ça, il y a toutes les personnes autour de lui qui sont impactées, mais personne n'en parle parce que c'est tabou. Ouais. Et aussi, on a honte. Enfin, tu vois, moi, je t'en parle à toi, mais comme je te disais avant qu'on commence le podcast, j'utilise un pseudo. Louise, c'est que mon deuxième prénom parce que, quelque part, il y a tellement de gens autour de moi qui ne sont pas au courant et que je ne l'assume pas, que je ne vais pas leur dire parce que j'ai peur d'être rejetée, parce que j'ai peur d'être jugée, parce que j'ai peur de mettre les gens mal à l'aise, etc. Donc voilà. Et en même temps, tu vois, pour ce sujet-là, comme je voulais vraiment, vraiment que le livre de ma sœur, que j'écris avec ses textes, en fait, il soit bien, c'est ce qui m'a motivée à en parler autour de moi. Et même, tu vois, je te confie un petit secret, c'est que pour la couverture, je me suis dit, un livre, faudra qu'il y ait une couverture, tu vois. Et je ne sais pas dessiner, je ne savais pas comment m'y prendre, vraiment, j'étais un peu bloquée, tu vois, parce que moi, je savais juste que je voulais un livre turquoise. Donc, tu vois, c'est quand même pas beaucoup. Et j'ai contacté d'anciens étudiants de mon école de commerce, tu vois, l'ESSEC à Cergy, et je leur ai écrit, je leur ai dit, voilà mon histoire, j'en suis là, j'ai écrit ce thriller qui est fini, il n'a pas de couverture. Est-ce que ça ne vous dirait pas de brainstormer entre étudiants qui est actuellement en cours, qui peut être actuellement confrontés au harcèlement scolaire potentiellement, 21 ans, c'est l'âge où il y a le plus de suicides, je crois. Donc, vous avez tous 21 ans. Peut-être que vous n'êtes pas concernés directement, mais c'est des personnes qui sont un peu similaires à vous, finalement, qui vont lire cet ouvrage. Est-ce que vous m'aideriez à faire une couverture? Et ils ont fait des brainstorming. Et alors, après, ils ont fait quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils ont travaillé avec une auteure, une illustratrice, qui s'appelle Chez Gertrude et qui est l'illustratrice qui illustre les livres de Marc Lévy. Donc tu vois, des beaux livres quoi. Et ils ont fait une couverture mais top, qui était magnifique et qui était donc turquoise. Et voilà. Et donc du coup, tu vois, bien sûr, tu vois, après j'ai toujours perdu ma sœur, je suis toujours malheureuse et tout. Mais c'est vrai que de me dire que son rêve, il a permis de rassembler en fait autant de gens. D'aider à parler de ce sujet, d'aider à faire de la prévention sur le harcèlement scolaire, parce qu'après ces étudiants, ils ont fait plein de projets parallèles avec de l'art, avec des dessins, avec des projets dans des écoles, enfin ils ont fait plein de choses. Et je me suis dit, au moins, ça a un petit peu servi finalement à aider d'autres personnes aussi. Et c'est pas pour rien, quoi. Trop bien. Ce livre, il est sorti. Alors, en fait, il y a ce problème qui vient ensuite. Comme je te disais, c'est un journal intime à la base qui relatait l'essentiel de son histoire. Et donc, quand on a terminé l'ouvrage cet été, donc tu vois, c'est tout frais. Ah oui. Le problème qu'il y a eu, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne pouvais pas passer par un éditeur parce que même si j'ai eu des très belles propositions d'éditeurs qui auraient fait un super travail, je suis sûre. Mais bien sûr, quand tu passes par un éditeur, les textes que tu leur donnes, ils leur appartiennent. Ouais. Ça veut dire que tu vends les textes. Ouais. Et d'un point de vue moral, je ne sais pas si c'est moi qui ai un blocage ou si tout le monde réagirait comme moi, mais je suis absolument incapable de vendre des textes qui viennent d'un journal intime de ma sœur. Tu vois, c'est trop personnel en fait, c'est des textes qui pour moi sont spéciaux. Je peux les partager, mais je ne voulais pas les vendre. Donc je me suis dit, en fait, il va falloir que je l'auto-édite. Et donc là, tu vois, de nouveau, je me suis dit, il va falloir que je trouve des papiers, des imprimeurs, que je trouve comment on le fait distribuer. Tu vois, de nouveau, tout le process, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai parlé autour de moi et il y a une dame qui s'appelle Lisa, qui a la soixantaine, je crois. J'espère que je ne la vieillis pas. Je l'ai jamais rencontrée, je lui ai parlé que par téléphone, qui m'a dit, moi, j'ai à peu près la même histoire que toi. Donc, tu vois, il y a énormément de gens, en fait, qui vivent le décès d'une personne de leur famille par suicide, en fait. Ouais. Et elle m'a dit, écoute, je vais t'aider.
Donc, c'était drôle parce qu'en fait, on faisait les réunions, tu sais, avec des imprimeurs et ils parlaient un peu en langage codé, genre la 4e de couverture, le type de papier du 80 grammes, non, du 95 grammes. Et moi, j'étais là, enfin, tu sais, en Skype, tu vois, j'essayais de participer, mais je comprenais rien. Après, il me disait, oui, est-ce que tu veux des cahiers collés ou des cahiers cousus? J'étais là, de quoi parle-t-on? Je sais que la tranche d'un livre, c'est collé ou cousu, mais j'ai aucune idée des différences, tu vois. Donc voilà, encore des trucs hyper techniques, mais il y a plein de gens qui ont encore bossé dessus et qui ont fait quelque chose de réussi, tu vois. Et voilà, donc du coup, pour répondre à ta question, là, je suis en train, enfin, je pense faire une page Facebook incessamment sous peu, sûrement la semaine prochaine, pour parler du projet. Et mon but, ça serait de faire un projet sur Ulule pour pouvoir le financer l'impression quand même, puisque en fait, il faut quand même imprimer aussi à la fin, fin septembre. Ok. Donc, tu vois, il est pas sorti, c'est un travail de long terme, puisqu'en fait, on est beaucoup. Et chaque personne, finalement, a un peu sa motivation dans ce projet-là. Il y en a qui ont été impactés par le suicide, il y en a qui sont sensibles au sujet, et il y en a qui ont vécu un harcèlement scolaire, et c'est très triste, mais qui ont pensé à se suicider à cause de ça, tu vois. Ouais. Et à cause de leur vécu, ils m'ont dit, ben, moi, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai envie d'aider d'autres personnes. Voilà, donc tu vois, mon histoire, en fait, c'est une histoire triste et en même temps, c'est une histoire de belle solidarité, une histoire qui rassemble, quoi. Donc voilà, c'est là où j'en suis. Après, pour revenir à ton sujet qui est le tabou, c'est vrai que pour moi, en fait, ça a été pour moi le plus difficile avec le problème d'avoir une sœur qui s'est suicidée, c'est d'arriver à en parler à mon entourage proche. Puisque comme je te disais, j'ai échangé énormément avec des gens que je connaissais pas, tu vois. Mais même avec toi, tu vois, je peux t'en parler assez librement. Mais c'est vrai que dans mon cercle familial proche, par exemple, tu vois, avec mes parents, c'est très dur d'en parler aujourd'hui. Quand c'était la première année après le décès, on en parlait beaucoup. Okay. Et puis petit à petit, c'est devenu un sujet un peu plus tabou dans la famille. Même si c'est très mauvais en fait. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'en parlais à table, tout le monde se mettait à pleurer. Donc rapidement, comme on ne se voit pas beaucoup avec ma famille, puisque je vis au Danemark et qu'on se voit 2 fois par an, quand on est à table, je ne parle plus du suicide de ma sœur. Voilà, parce que sinon ça gâche le repas, quoi. Ouais. Mais voilà, et quand tu vois pas souvent ta famille parce que tu es loin, en plus avec le Covid et tout ça, et tu peux pas, quand tu es au téléphone, gâcher enfin pas entre guillemets gâcher, mais tu peux pas vraiment trop parler de ce sujet parce que si la personne au bout du fil elle est malheureuse, tu peux pas la prendre dans tes bras, tu peux pas être là, tu sais pas ce qui se passe une fois que tu as raccroché, enfin tu vois, c'est un peu stressant quand même. Ouais. Donc voilà, c'est un sujet qui pour moi est tabou et pas tabou, puisque c'est quand même très délicat. Sachant que le plus difficile, c'est que maintenant, comme je te disais, j'ai 2 enfants, dont j'ai une fille, et comme ma sœur, on est nés de fécondement in vitro, en fait, on a un visage similaire. Forcément, ma fille, elle a la tête de ma sœur qui est décédée. Voilà. Ah oui. Donc, c'était hyper dur pour nous au début, pour moi en tout cas, de voir les expressions de visage et tout ça de ma sœur sur mon enfant. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de lui en parler avec des mots très simples. Je lui ai dit, voilà, tu avais une tante, elle n'est plus là, elle avait une maladie du cerveau qui est très, très difficile à soigner. Je ne lui ai pas dit une dépression parce que je ne sais pas si c'est une dépression et je n'avais pas de mots en fait. Donc je lui ai dit, c'était un problème au cerveau qui a fait qu'elle est décédée. Et quand tu seras plus grande, je t'emmènerai et puis on pourra aller la voir au cimetière. Parce que forcément, quand on habite loin avec le Covid, on n'est jamais allé. Ouais. Et voilà. Et donc, je me suis dit, il faut que je me force un peu à y en parler parce que sinon, ça va faire un tabou avec mes enfants et ça, je veux vraiment pas. Parce que ça serait leur passer toute une histoire familiale pesante, en fait. Et c'est vrai que quand tu dis à un parent, tu veux protéger tes enfants, quoi. Ouais. Donc voilà, sujet partiellement tabou. Toi, tu disais que tu étais allée voir un ou une psychologue et certainement, est-ce qu'elle t'a aidé sur ce chemin du deuil et de l'acceptation, etc. Et question d'après, est-ce que toute ta famille, tes parents ont fait aussi cette démarche ou est-ce que tu es la seule à l'avoir fait ?
Alors, chacun a son rythme. En fait, au départ, c'est une psychologue qui m'a dit ça, mais je ne sais pas dans un cabinet. On en avait juste échangé comme ça 5 minutes avec quelqu'un qui se trouve était une psychologue aussi. Et elle m'avait dit justement qu'un deuil, surtout par suicide, ça prenait 4 ans. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'elle en sait? Elle me connaît pas ma soeur, elle connaît pas mon histoire. Encore quelqu'un qui se mêle de ce qu'il ne regardait pas. Et en fait, ben, elle avait raison, quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, je ne suis pas allée voir un psychologue parce que j'avais pas envie d'en parler et parce que j'étais pas à l'aise avec le sujet, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que quand tu es en Asie, parce que moi j'étais à Singapour, en Asie c'est extrêmement tabou le suicide. Les familles des personnes suicidées sont très vite mises à l'écart. Et donc j'étais dans un contexte social où il fallait même pas en parler, quoi. Enfin, c'était encore plus dur. Je me sentais pas d'aller voir une psychologue et de me sentir jugée, même si peut-être que la personne m'aurait pas jugée, hein, mais j'avais pas envie de faire ça. Par contre, quand j'ai commencé à retrouver les textes de ma sœur, je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait utilisé un type de symbolique. En fait, les textes qu'elle avait écrits en tant que romancière, donc dans son ordinateur, dans ses dossiers, il y en a certains qui avaient un double sens. Elle avait travaillé enfin, tu sais, il y avait 2 niveaux de lecture en fait. Il y avait comme des indices en fait. Et là, j'ai passé énormément de temps à comprendre. Donc, j'ai travaillé avec un expert en symbolique qui m'a dit oui, effectivement, il y a un deuxième niveau de lecture. Les symboles veulent dire ça. Enfin, il a commencé à m'expliquer plein de choses. Et je me suis dit, mais en fait, les textes que j'ai sous les yeux, enfin, il y a des choses à comprendre derrière. Et donc, cet expert en symbolique m'a appris plein de trucs qui étaient concrets. Mais du coup, ça a un peu créé chez moi une confusion, étant donné j'avais le même visage que ma sœur, tu vois, que j'étais tout le temps dans ce texte et tout ça. J'ai eu un peu une confusion identitaire. Je rêvais beaucoup de ma sœur. J'avais l'impression qu'elle me disait des trucs. Enfin, tu vois, vraiment, j'étais complètement en train de perdre pied, quoi. C'était déstabilisant. Et donc là, je suis allée voir une hypnologue en lui disant, ben voilà, j'ai l'impression que ma sœur, quand elle est partie, elle a peut-être dit des choses autour de moi, peut-être qu'elle m'a parlé, peut-être je vois des rêves où elle me parle, enfin je comprends plus là, et il faut m'aider à comprendre s'il y a quelque chose à comprendre ou s'il n'y a rien à comprendre. Et donc on a fait des séances d'hypnose qui ont été hyper intéressantes, hyper enrichissantes, où j'ai eu donc les réponses que je recherchais. Et il se trouve que les hypnologues sont souvent aussi psychologues, donc on a fait des séances avec une psychologue à cette occasion-là. Mais c'était 3 ans après son décès, tu vois, donc c'était assez tard quand même. Okay. Par contre, tu me demandais pour les autres personnes de ma famille, il y en a plusieurs qui ont fait des vraies dépressions. Enfin, je ne sais pas si il y a des fausses dépressions, mais en tout cas, qui ont fait des dépressions assez sérieuses et qui, eux, ont été suivis par des psychologues de manière régulière. Ok. Est-ce que tu as remarqué que ça pouvait aider à mieux traverser le deuil, ou est-ce que tu as remarqué que ça dépendait vraiment, vraiment des personnes et peut-être de la relation? De toute façon, tu as besoin de parler, en fait. En tant qu'être humain, quand il t'arrive quelque chose de dur, tu as besoin d'en parler. C'est pas du tout sain de ne pas vouloir en parler. Par contre, c'est vrai qu'il faut que ça vienne de toi. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où tu te décides, toi, d'aller voir un psychologue, tu as déjà commencé ta démarche, en fait. Donc, bien sûr qu'aller voir un psychologue, ça aidera toujours dans ces situations-là, à condition que ça soit la personne qui aille, qui l'ait décidé. Ça sert à rien de forcer quelqu'un à aller chez un psychologue, tu vois. Ouais. Mais clairement, oui, moi, ça m'a beaucoup aidé de parler avec quelqu'un, d'échanger, tout ça, c'est super. Et même d'ailleurs, dans les personnes qui m'ont aidé à travailler sur le roman policier qui est fait à partir de l'histoire de ma sœur, tu as plusieurs psychologues pour enfants, parce qu'en fait, je leur ai demandé si un adolescent qui est dans des périodes troubles, on va dire, lit ce livre, comment il va le percevoir. Et donc, on a travaillé aussi dans ce sens, en fait, pour pouvoir apporter à ces personnes-là de l'aide. Ouais. En plus du roman, qui est en fait un roman d'aventure, puisque je raconte en fait comment j'ai mené l'enquête, entre guillemets, depuis Singapour, et puis j'ai raconté les vrais endroits où j'étais. Donc, tu sais, des fois, tu es dans des endroits un peu... C'est des beaux endroits à Singapour. Tu as des beaux cafés, tu as des endroits où tu as des piscines, tu as des endroits où j'étais sur la plage, et donc j'ai raconté vraiment le quotidien de comment c'est quand tu t'enquêtes comme ça sur ta sœur qui est disparue, alors que tu es à Singapour. Donc, j'ai vraiment voulu faire un livre, en fait, plus d'aventure et de suspense comme un sœur aimée qu'un truc déprimant. Ouais. Mais c'est vrai que derrière ça, j'ai travaillé avec des psychologues puisque je me suis dit, il faut vraiment que ça puisse apporter quelque chose en fait aux autres. En fait, c'est la démarche que j'aurais aimé que d'autres avant moi aient eu pour protéger ma sœur que j'ai eue. Ouais. Tu vois. Ouais. Tout à ton honneur. Très bien.
J'ai hâte de lire ce livre, j'avoue. Je te dirai, je t'enverrai une copie quand il sera sorti. Et puis, je te dirai, quand tu verras la couverture turquoise, tu sauras Voilà. d'où ça vient, cette fille de cristal, qui c'était. Tu sauras. Mais Oui, oui, j'achèterai sur Ulule. c'est drôle, ouais. Euh, Comme quoi, ça t'amène loin des fois, les aventures de la vie. Hein. mais oui, trop bien. Non, mais on relaiera toutes les informations et tout sur le podcast, il n'y a pas de souci. On va juste, parce que du coup, je sais que Ouais, j'ai tu une dois aller deadline chercher tes dans enfants. quelques minutes. Est-ce que c'est un sujet que tu abordes facilement en dehors de ta famille, avec tes amis, ou est-ce que c'est aussi un tabou avec tes amis? Est-ce que tu remarques plus un tabou maintenant que tu vis au Danemark qu'ici, et aussi au travail? Alors, au Danemark, les gens sont quand même plus ouverts, sachant que la dépression, c'est quelque chose d'extrêmement commun au Danemark à cause du manque de lumière. Puisque tu sais, au Danemark, 6 mois de l'année, il fait très très sombre. Tout le monde prend de la vitamine D, qui t'aide donc à gérer le manque de lumière. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de dépression et que c'est du coup un sujet dont les gens parlent relativement plus librement qu'en France. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait une dépression te le dira. Alors qu'en France, j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait une dépression qui me disait ça alors que je le connais pas très bien, tu vois. Ouais, Donc le sujet est un peu plus libre. Après, pour autant, le sujet du suicide, c'est tabou partout. Donc ici, c'est pareil. Mais du coup, quand les gens parlent souvent de dépression, ben, des fois, ils te laissent entendre qu'en fait, ils ont été confrontés aussi au problème du suicide. Tu vois, enfin, au problème ok. du suicide. C'est une Oui, manière hyper standardisée de dire ça. Mais voilà, donc, qui ont eu quelqu'un dans leur famille qui se suicide, quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment par touche. Et après, avec mes amis, au début, j'en parlais. Je me suis rendu compte que ça les mettait mal à l'aise. Du coup, j'en parle assez rarement. Voilà, c'est vrai que quand j'étais juste sous le choc, ben, je suis partie du jour au lendemain de Singapour. On avait des fêtes de prévues, on avait des activités, on allait courir, on allait faire du yoga. Quand je suis partie du jour au lendemain, tout le monde m'a dit bah, t'es où enfin, comment ça se fait que t'es partie ouais, de la ville, t'as quitté le pays en pleine nuit, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu vois, j'ai bien obligé de dire, tu vois, ce qui s'est passé. Et voilà, après, c'est vrai que mes collègues de Singapour, mais en fait, il n'y a qu'une personne qui le savait, qui n'était pas vraiment quelqu'un de confiance, en fait, parce que du coup, bah, tout le bureau le savait quand je suis revenue. Donc, tu vois, c'était un peu spécial. Mais quand j'ai déménagé au Danemark, je n'en ai pas parlé, parce que ben, nouveaux collègues, ouais. c'est difficile de se présenter comme ça. Et puis, une fois qu'on se connaissait bien, ben, j'ai plus osé le dire, en fait. Donc, non, j'en parle pas au Danemark, sauf aux responsables des ressources humaines. Parce qu'au Danemark, tu as cette tradition qui veut que quand c'est ton anniversaire, on te met des gros drapeaux du Danemark sur ton bureau. Comme ça, tout le monde pense à fêter ton anniversaire. C'est quelque chose de joyeux. C'est censé être une occasion de faire la fête. Donc, tout le monde apporte des gâteaux, on mange et tout ça. On te souhaite joyeux anniversaire du soir au matin. Sauf que pour moi, ben, je ne fête plus mon anniversaire parce que ben, j'ai été un peu choquée. Et en plus, ma fête d'anniversaire, c'est le jour du décès de ma sœur. J'ai pas envie de fêter ce jour-là, en fait. Ouais. Je ne suis pas du tout dans cette ambiance-là. Émotionnellement parlant, c'est une journée qui est très dure. Déjà, si j'arrive à pas pleurer au bureau, c'est bien. J'ai pas du tout envie qu'on vienne me dire allez, viens manger du gâteau, est-ce que tu es contente de fêter ton anniversaire, tu vois. Donc, la première année, ça a été très dur, en fait. Et la deuxième année, je suis allée voir le RH et je lui ai dit écoutez, j'ai ce problème-là. J'ai perdu quelqu'un. Alors, je ne l'ai pas dit par suicide parce que je n'ai pas osé. Mais j'ai dit j'ai perdu quelqu'un le jour de mon anniversaire. Mettez plus de drapeau sur mon bureau. Comme ça, personne ne saura que c'est mon anniversaire et je pourrai travailler ce jour-là parce que sinon, j'y arriverai pas. Là, Ouais. c'était juste honnête, quoi. Je me suis dit autant être transparente. La personne a compris et depuis, voilà, j'évite soigneusement ce jour-là. De temps en temps, il y a des collègues qui me disent tiens, mais c'est jamais ton anniversaire, comment ça se fait? Et je leur dis une femme n'a pas d'âge, blablabla, je botte en touche. Mais clairement, en fait, j'ai pas une relation avec mes collègues comme assez proche pour le dire maintenant. Et, et voilà, surtout quand tu es une fille qui travaille avec un poste à responsabilité, qu'en plus tu as des enfants, tout le monde te regarde un peu de travers en disant est-ce qu'elle va bien bosser. J'ai pas envie de dire en plus ma soeur s'est suicidée parce que bah, du coup quand il y a un peu de pression ou quoi, j'ai peur que les gens ne fassent pas confiance, quoi. Ouais. Tu vois, je travaille dans un bureau où des fois il y a beaucoup de pression et c'est déjà difficile de leur faire comprendre que, pourtant on est au Danemark, hein, mais qu'une femme peut aussi travailler très bien autant qu'un homme.
Tu vois, c'est déjà assez compliqué et j'ai peur en fait d'alourdir mes poids aux chevilles en leur disant, en plus, je suis quelqu'un qui... Alors, c'est pas que je suis quelqu'un de dépressif, mais souvent quand tu dis quelqu'un dans ma famille s'est suicidé, tout le monde se suppose que toi, tu dois avoir un problème aussi de dépression. L'amalgame se fait hyper vite et donc voilà. Donc c'est pour ça que j'assume pas sur mon lieu de travail. Peut-être un jour, hein. Et donc ton anniversaire, tu le fêtes jamais, jamais? Non, là depuis non, je l'ai jamais fêté. Ça m'arrive après d'acheter un gâteau parce que y a mes enfants et donc ça leur fait plaisir de manger un gâteau. Mais de faire des grandes fêtes, là non, c'est terminé. Clairement, je fête d'autres trucs. Je fête l'été, on fait des barbecues, je fête les fêtes de Noël, je fête les anniversaires des autres. Mais non, le mien, non, clairement, je suis pas encore à cette étape-là. Ouais, bon, ça peut se comprendre en même temps. Ouais. On va donc, on va devoir se quitter pour que tu ailles chercher tes enfants. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres sujets tabous au Danemark pour que ça puisse m'inspirer pour d'autres épisodes? Alors des sujets tabous au Danemark. Écoute, ça se discute. En fait, il y a un tabou qui est un tabou sans être un tabou. C'est plus une pression sociale. En fait, au Danemark, tu es censé être bon dans ton travail, et bon dans ton couple, et bon avec tes enfants. Donc, je m'explique, ça veut dire que tu n'es pas censé dire que c'est difficile de t'occuper de tes enfants alors que tu travailles. Et tu n'es pas censé travailler moins bien parce que tu as des enfants. Tu vois, donc la vie est faite de manière à ce que tout soit compatible. Tu peux faire des horaires de travail qui sont hyper légers. Souvent les gens partent du bureau à 15h, tout ça, c'est pas un mythe, hein, c'est pour de vrai. Par contre, c'est vrai que tu as une grosse pression sociale à réussir sur tous les fronts, être en bonne santé, à manger équilibré, à faire du sport, à avoir des enfants qui sont bien éduqués, qui mangent pas de sucreries, qui regardent pas la télé, tout ça, qui être efficace dans ton travail. Et donc, t'es pas censé te plaindre. Voilà. Je sais pas si c'est officiellement tabou, mais en tout cas, de facto, de ce que je vois autour de moi, voilà. S'il y a un sujet qui est plus tabou que les autres au Danemark, ça serait ça. Ça serait de ne pas dire quand tu es en difficulté, quand tu n'arrives pas à gérer sur tous les fronts, tu vois, que tu sois un homme ou une femme, clairement, ça c'est un tabou. Tu n'es pas censé te plaindre de dire que c'est difficile ta vie, parce que il faut garder la face, quoi. Ouais, ok. Bon, compliqué quand même. Ouais. Après, je sais pas si tu veux faire un podcast là-dessus, mais voilà, c'est ce qu'ils appellent en anglais have it all. Donc, réussir sur tous les fronts, en fait, tout avoir. Ça, c'est un peu un sujet de pression au Danemark. Ouais, j'ai enregistré un sujet sur la pression sociale sur l'éducation des enfants. Donc, voilà. Ouais, je pense que ça effectivement, c'est tabou. Il faut que je l'écoute d'ailleurs, j'irai voir après tout à l'heure. Il est pas encore... Enfin, quand le tien sortira, je sais pas s'il sera sorti, mais pour l'instant, il est pas encore sorti au moment où on enregistre. C'est pour ça que je l'ai jamais entendu. Ok. Voilà. D'accord. Très bien. Je suis donc un bon public. J'ai bien suivi. Ok. Écoute, Manon, c'était un plaisir de parler avec toi. J'ai beaucoup aimé échanger avec toi. J'ai trouvé ça vraiment intéressant que tu aies envie de t'attaquer à ce sujet qui fait peur à beaucoup de gens. C'est courageux de vouloir parler d'un sujet comme le suicide. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient un podcast sur le suicide, qui se disent oula, ça risque d'être glauque et ça va me déprimer. Alors j'espère que c'est pas ce que les gens vont se dire en écoutant ce podcast, mais j'ai vraiment essayé d'être transparente, tu vois, de te montrer les bons côtés et les mauvais côtés et le quotidien, quoi, de quelqu'un qui a perdu quelqu'un dans sa famille par suicide, sachant que je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'on est énormément à être dans cette situation-là, que forcément c'est pour toute ta vie, hein. Quand tu as perdu quelqu'un comme ça, toute ta vie tu seras la personne qui a perdu son frère ou sa sœur par suicide. C'est très lourd à porter et donc j'espère que mon témoignage donnera aussi envie à d'autres personnes d'en parler ou au moins de vivre avec. Voilà. Ouais. Merci à toi. Franchement, moi je trouve que c'est toi la plus courageuse dans l'histoire parce que pour réussir à en parler, je te trouve ultra courageuse et te livrer autant, franchement, merci beaucoup. C'est vraiment ce qu'on attend sur le podcast
Et je suis ravie d'avoir une invitée comme toi. Et on relaiera toutes les informations de ta campagne Ulule pour ton livre, etc. Ah, c'est gentil. Et bah écoute, je te laisse aller chercher tes enfants. Ça marche. Et Merci je te dis à beaucoup, bientôt. Manon. Et Merci. puis à Joe aussi. Et puis, Ouais, ça marche. puis à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous avez encore quelques instants, je vous garde avec moi pour vous rappeler que la campagne Ulule pour le livre de Louise, La fille de cristal, est ouverte seulement jusqu'au 16 octobre 2021. Alors foncez la soutenir dans son projet pour réaliser le rêve de sa sœur. La soutenir, ok, mais ce livre pourra aussi aider les jeunes qui vivent la même chose que Liane a vécu. Après, si vous n'avez pas les moyens financiers pour soutenir le projet, parlez-en autour de vous, à toutes les personnes que vous connaissez. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez a vécu ce genre de choses ou vit ce genre de choses dans le silence. Et si le sujet est trop sensible à aborder, dirigez-les vers le podcast, comme ça vous n'avez pas besoin d'en parler. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apporterez à Louise. Tous les liens sont dans la description de l'épisode, sur le site www.100tabou-podcast.com. Retrouvez La fille de cristal sur Instagram et sur Facebook. Vous pourrez aussi avoir les liens là-bas. Je vous rappelle que ni Louise, ni Jo, ni moi-même ne sommes des professionnels. Si vous avez une histoire lourde et compliquée sur ce sujet, on vous invite à en parler à des personnes compétentes. Vous pouvez vous rapprocher de psychologues, de médecins, de la police pour porter plainte. Vous pouvez chercher des associations autour de vous qui pourraient vous aider. Quelle que soit votre situation, si elle vous fait souffrir, il faut en parler pour en sortir. Si vous êtes un ou une enfant, un adolescent ou une adolescente, parlez-en à un adulte de confiance, à vos parents, à un oncle, une tante, un cousin, une cousine. Quelqu'un vous écoutera et vous aidera. Après, si vous voulez soutenir le podcast et qu'on continue à aborder des sujets difficiles pour permettre à la parole de se libérer, vous pouvez le faire en laissant une note 5 étoiles et ou un gentil commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi diffuser le podcast autour de vous, en parler, le partager sur vos réseaux. Plus il gagnera en visibilité et plus notre mission sera remplie. Si vous voulez témoigner sur un sujet tabou, vous pouvez nous écrire à 100tabou, 100tabou.podcast@gmail.com. On est aussi sur Instagram @101000-tabou-. Si vous souhaitez papoter ou nous proposer un sujet à aborder. Vous avez rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.